Bonjour. Je vous souhaite bien du courage après une matinée très dense, d'avoir encore une parole à entendre, d'autant plus que, comme thème, j'ai l'audition de l'enfant par la cour d'assises, mais Maître Martin, comme tout bon avocat, a déjà tout dit, et qu'on n'a plus qu'à partir en délibéré, et puis on discutera de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut décider. Je ne sais pas si je répondrai à toutes les questions, j'ai prévu de vous dire quelques petites choses quand même là-dessus. Je suis d'abord très, très heureux d'intervenir à l'association Chrysalis. Mes premiers contacts avec l'association à Grenoble avaient été un petit peu rugueux. On s'en était expliqué. Je crois que ce n'était pas avec vous, c'était avec, je ne sais pas si c'est une autre présidente, un membre du conseil d'administration. Je ne m'en souviens plus d'ailleurs. Mais enfin, j'avais compris, et moi j'ai toujours fait une distinction. Excusez-moi s'il y en a dans la salle, mais tant pis, je dis ce que je pense aussi, entre les associations de victimes et les associations d'aide aux victimes. Et je pense que les positionnements, le moins qu'on puisse dire, sont différents. Et travailler avec des associations d'aide aux victimes, ce qui est d'une certaine façon votre domaine, me convient. La deuxième chose sur mon thème, audition de l'enfant par la cour d'assises, j'ai une particularité professionnelle, c'est que j'ai été magistrat, je suis à la retraite, pendant 42 ans, je crois. Et là-dessus, j'ai été 17 ans juge des enfants et 17 ans président de cour d'assises. Ce qui fait que ça déforme complètement la personne. Et que notamment, deux côtés de la parole de l'enfant par rapport au thème ou de l'audition de l'enfant. J'ai fait partie des juges des enfants qui ont recueilli des... J'aime pas le mot révélation. Ça me paraît très sacré, je suis pas iconoclaste, enfin... La révélation, bon, c'est des termes qu'on utilise depuis plusieurs années. Des dires d'un enfant qui dit « quelqu'un m'a fait quelque chose ». Et ne sachant pas trop quoi en faire, me posant les questions que j'ai entendues ce matin, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'en fais? Je suis dans un dossier d'assistance éducative de protection de l'enfant, et il me révèle des choses, oui, je reprends moi aussi le terme, qui remontent à quelques années, qu'est-ce que j'en fais? Donc je connais un petit peu ça, la difficulté de parler avec des enfants. Et puis la cour d'assises, où j'ai été confronté effectivement, cour d'assises majeure et mineure, dans plusieurs villes autour de la région, notamment à Valence, ce qui fait que je retrouve des têtes connues. Et je parle devant des gens qui m'ont vu dans la pratique, ce qui est le risque à prendre, parce qu'ils peuvent me dire « mais c'est pas comme ça que vous faisiez, tant pis ». Je prends le risque. Simplement sur le thème, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les tribunaux correctionnels qui malheureusement, à mon avis, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, n'entendent pas les enfants, ou que les enfants ou les cours d'assises, il n'y a pas que du sexe, même s'il y en a pas mal, dans la mesure où un enfant peut être témoin d'un cambriolage, ou plus gravement de violences intraconjugales, ça sera peut-être encore de la correctionnelle, mais ça peut arriver aux assises, voire témoin de violences mortelles entre les parents, et peut être entendu ou que l'on peut souhaiter de la défense, de la partie civile, l'audition d'un enfant devant la cour d'assises. Donc il n'y a pas que le sexe, puisqu'on parle de sexe depuis ce matin. Alors, quand même sur ce thème-là, je vais essayer d'en parler de deux choses. Pourquoi entendre un enfant devant la cour d'assises et des exceptions à ce principe. Pourquoi entendre un enfant devant la cour d'assises? Parce que je pense que, par principe, il faut que l'enfant vienne devant la cour d'assises. D'ailleurs, je n'ai pas entendu de souhait, même l'inverse de Maître Martin, qu'il ne soit pas entendu. Alors que je pense que le subtil équilibrage construit depuis plusieurs années sur les auditions par psy, gendarmes, avant l'audition, l'entretien avec les gendarmes, après l'entretien avec les gendarmes, de médecins et de tout ça, font pas mal de personnes qui rencontrent l'enfant. Et je ne vous cache pas, mais ça peut se discuter bien sûr, assez souvent ma critique de me rendre compte que le seul endroit où l'enfant ne devrait pas venir, c'est devant son juge, où les choses se décident. Or, pourquoi l'entendre? C'est un plaignant. Pour moi, ce n'est pas encore une victime. Une victime, c'est quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas, moi, quand je rentre et je m'assois comme président d'assises, cour d'assises, à l'audience, si l'enfant, je dis l'enfant, mais les autres personnes, sont des victimes. Je ne le saurai qu'après décision. C'est pas rien le mot victime. Il est très lourd. Et je ne dis pas victime de quelqu'un.
Parce que victime de quelqu'un, c'est une atteinte fondamentale à la présomption d'innocence. Mais déjà, victime d'eux, ça veut dire qu'il y a une infraction pénale. Or, toute personne, fût-il accusé, a droit à la présomption d'innocence. Je le dis simplement, et j'y faisais attention, je vous fais tous et toute confiance, puisque vous êtes des professionnels de part et d'autre. Pensez aux jurés qui débarquent dans une audience d'assises et qui entendent « ce jeune a été victime, en plus, de monsieur un tel qui est accusé de... » Vous voyez quand même quelque chose qui peut se passer déjà dans la tête au départ. C'est un plaignant, pour moi, l'enfant. Toute, entre guillemets, victime. Alors pour l'enfant, eh bien, il y a quand même de nombreux textes qui reconnaissent même le droit à l'enfant à être entendu devant les juges, devant son juge, et je dirais même à le voir. Pour quelle raison y a-t-il cette distinction quand il s'agit du droit pénal ? Le problème est de savoir s'il comprend. Alors j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les propositions dont vous parlez, maître Dellenbach, tout à l'heure. On a trouvé une nouvelle méthode maintenant, mais je ne sais pas, pourquoi pas, reconnaître une présomption de discernement, c'est-à-dire donc qui pourrait être entendu par tout le temps, à tout enfant qui demande à être entendu par le juge dans une procédure qui le concerne. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il le demande dans ce texte. Moi je dis qu'encore une fois, l'endroit où on juge un enfant qui a dénoncé des faits graves sur son corps, c'est une procédure qui le concerne. Deuxième idée, pourquoi entendre un enfant ? Tout accusé, dans le cadre d'un procès équitable, a le droit d'être confronté à son accusateur. J'emploie des termes de Convention européenne, en gros, de la jurisprudence de la Cour européenne. C'est-à-dire le droit d'entendre devant les juges ce qu'on lui reproche, entendre ces choses dites par celui qui lui reproche quelque chose. C'est un principe fondamental, la procédure contradictoire dans une audience de cour d'assises. Enfin, et troisième chose, audition, entendre un enfant, tout juge, tout juré doit fonder son intime conviction pour la décision qu'il devra prendre sur les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense, à partir des impressions d'audience. Le juré, on l'a dit tout à l'heure, ne connaît pas le dossier. Impressions qui sont faites sur sa raison. Or, les preuves en droit français sont totalement libres. C'est-à-dire que la parole d'un enfant, la parole tout court et la parole d'un enfant, voire seule cette parole, donc peut fonder la conviction des juges. Quand on dit parole contre parole, oui, mais soit l'on croit la parole de l'accusé et ce sera un acquittement, soit on croit la parole de l'enfant, je parle de cette hypothèse-là, et on condamne, et on aura cru cette parole de l'enfant. Je veux dire, dans les deux cas, on croit une parole, et on a parfois, dans ces domaines, que ces seuls éléments comme preuve. C'est la liberté, quand même, de la preuve en droit français. Mais, bien sûr, il faut aussi avoir des éléments pour apprécier cette parole. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours, moi, souhaité entendre les enfants sur les faits. Et je pense effectivement qu'on doit entendre ceux qui se disent victimes, et on dit souvent que la justice ne tient pas compte des victimes. Alors, là aussi, deux poids, deux mesures. On n'entend pas les victimes, on ne tient pas compte des victimes devant le judiciaire, mais il y a des victimes particulières à qui il faudrait interdire l'accès à la justice directement. L'écoute de leurs paroles, pour moi, est une première reconnaissance d'une personne qui se dit victime. Autre raison aussi, c'est qu'on va prendre une décision grave sur la culpabilité et selon le cas sur la peine. Et que pour cette raison, à la fois comme juge, puisque moi je juge en tant que président d'assises, mais j'anime aussi un débat, j'ai à donner aux jurés le maximum d'éléments pour qu'ils prennent leur décision la moins mauvaise possible. Alors bien sûr, les avocats vont échanger leurs arguments, vont plaider, vont voir se bagarrer. Bon, mais après, en délibéré, on est seuls les uns et les autres, comme on dit, devant sa conscience. Je suis long déjà. Pour prendre une décision, pour cette discussion en délibéré, alors on parle souvent de projections vidéo qui ne seraient pas utilisées par les cours d'assises. J'en ai utilisé très rarement, j'en ai vu plusieurs, excusez-moi.
Mais ce que j'ai trouvé comme intérêt dans la vidéo, c'est de voir la façon dont les questions étaient posées à l'enfant et la façon dont l'enfant réagissait. Mais ce sont des vidéos que je regardais en préparant le dossier. Pourquoi j'ai cette réticence par rapport à l'utilisation de vidéos? Parce que je crois que chacun dans le procès a son rôle et sa fonction. Le policier et le gendarme sont là pour réunir des éléments, on l'a entendu tout à l'heure, pour constituer un dossier qui établit une possibilité d'infraction à partir d'indices. L'expert psy, on l'entendra cet après-midi, donne des éléments sur le psychisme de la personne plaignante, voire la véracité de ses dires. On a supprimé dans des circulaires le mot crédibilité, on a remplacé par d'autres mots. Le juge d'instruction recherche dans ces indices, dans ces éléments d'enquête et d'instruction, ce qui peut devenir des charges pour renvoyer dans la cour d'assises. Et le juge, après, arrive avec un dossier. L'étude du dossier, pour moi, c'est de faire en sorte que je le lise et que j'ai le moins d'a priori possible. Je ne dis pas que j'en ai pas, parce que ce n'est pas possible. J'ai le moins d'a priori possible et que pour arriver à ça, et alors là, il faut bien savoir que l'audience d'assises, il y a deux parties. Il y a une partie instruction et puis une partie après décision qui est en délibéré. La partie instruction à l'audience est pour moi quelque chose qui permettait de tenter d'une certaine façon, je vais vite, de déconstruire le dossier pour que les avocats et les jurés ensuite en délibéré puissent reconstruire le dossier pour prendre une décision. Je passe vite là-dessus parce que c'est difficile. On a parlé de la procédure orale devant la cour d'assises. Je crois que c'est ça qui est fondamental. L'appréciation d'une parole, que ce soit celle d'un accusé, celle de témoin, celle de plaignant, est possible parce qu'il y a la parole, la façon dont la parole est apportée et donnée, et les attitudes, les pleurs, les rires sont pris en compte. Et je dis des rires parce que parfois, et on peut se demander justement ce qu'ils signifient, il y a aussi chez des plaignants ou des plaignantes des rires devant les cours d'assises. On a souvent l'imaginaire, moi je dirais pratiquement, de la session d'assises où la victime est torturée. J'ai oublié de vous lire au début une phrase, mais je l'introduis là. On fait monter la petite sur une chaise afin qu'elle soit à la hauteur où la cour est juchée et que le président puisse entendre ses réponses. Il les répète aussitôt après à voix haute pour l'édification des jurés. Nous voyons de dos la petite, elle tremble. Cette fois, ce n'est plus le rire, mais les pleurs qui la secouent. Elle sort un mouchoir de la poche de son tablier. André Gide, mai 1912, cour d'assises de Rouen, dans des souvenirs de la cour d'assises. Pour la petite histoire, je dirais en mai 2012, dans une session d'assises, sur 10 affaires, il y avait 7 affaires de mœurs. Il n'y a peut-être pas de nouveau partout. J'en reviens à mon texte rapidement. Je crois que la bande vidéo, en même temps, je ne dis pas qu'il faut du tout la supprimer, je crois qu'elle est importante. C'est un élément de preuve qui peut être utile, comme l'est, bien sûr, une audition par procès-verbal. Mais une technique, c'est vrai, qui mêle son et image. On a dit souvent beaucoup de choses sur le poids des images. Et puis aussi, qui fige un témoignage. Maître Martin a évoqué le moment où l'enfant en dit moins ou en dit plus. Bien sûr que c'est à gérer. Mais je dirais que le délibéré sur des paroles, ce n'est pas seulement les paroles qui sont prononcées là, puisqu'on reprend aussi, on a la possibilité de reprendre les PV d'audition. Je prendrai un exemple, non pas humoristique, mais une fille peut-être un petit peu en difficulté psychique, et qui décrivait des faits, je dirais banaux, ou tout au moins pour lesquels il n'y avait pas de qualification criminelle, ne décrivait pas de pénétration, pour être précis. Alors je lui dis, mais mademoiselle, vous avez parlé d'une fellation. Elle dit, non, mais pourtant, vous l'avez dit aux gendarmes, puis vous l'avez dit au juge d'instruction. Ah non. Je dis, mais attendez, mais il vous a pas fait une pipe?
Ah ben si, bien sûr. Alors, vous voyez, si vous voulez, c'est raconté comme ça, dit dans une audience, bon, il faut simplement avoir une certaine habitude, peut-être la déformation du juge des enfants aussi, et prévenir les jurés qu'on va parler peut-être parfois de façon crue. Mais c'est comme ça qu'on est compris aussi. Alors, bien sûr, je dis principe audition, mais je reconnais qu'il y a des nécessités d'exception à ce principe. Je ne voudrais pas quand même, c'est vrai, que les audiences deviennent ce vers quoi elles vont tendre dans l'avenir. C'est des juges qui seront devant des écrans. On ne veut pas déplacer un accusé, on fait une visioconférence. Un expert ne peut pas venir, on fait une visioconférence. Un enfant risque d'être marqué par une audition, on va refaire une visioconférence. Et je dirais qu'on va avoir des juges devant des écrans. Je pense qu'il est possible, pas toujours, et notamment quand il y a, ce que décrivait Maître Martin, quelque chose de l'ordre de préparation, il est possible qu'il y ait, dans une cour d'assises, avec des enfants de 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, c'est ce que j'ai éprouvé, c'est comme on dit une impression, des échanges de paroles qui se créent relativement rapidement, quand on en a l'habitude, peut-être, c'est vrai. Et que je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas où était l'enfant ou l'adolescent avec qui je pouvais échanger et demander de raconter des choses difficiles. Je peux dire que pour moi, il n'y avait plus personne autour de moi. Et j'ai l'outrecuidance de penser que ça pouvait être un petit peu comme ça aussi pour la personne. Pas des moments qu'on éprouve tout le temps, mais ça existe assez. Enfin, ça existe. Alors, je dis qu'il y a des cas de non-audition. Bon, je passerai bien sûr rapidement, si l'âge est trop jeune, l'état psychique. Bon, l'expert peut donner un avis. Moi, j'ai toujours dit que les experts nous donnent des avis. Les juges sont libres par rapport aux avis des experts. Parfois, il m'est arrivé de demander au juge d'instruction ce qu'il en pensait, qui avait entendu l'enfant. Les enquêteurs, même aussi. Bon. Et puis, c'est vrai, ce qui s'est fait dans quelques cas, on parlait de l'expérience de Marseille, mais je ne souhaiterais pas qu'elle se généralise. Elle est possible dans des cas exceptionnels. C'est non pas voir un enregistrement, mais avoir une salle de visioconférence, c'est le cas pour le dire, avec une pièce à côté, qui permet quand même quelque chose de l'ordre d'un échange en direct. Ce qui me gêne, moi, dans la bande vidéo de l'enquête qu'on me repasse, outre qu'elle a un but précis, la bande vidéo, effectuée pendant l'enquête, que je ne nie pas, qui peut servir si bien sûr personne ne vient, si on ne peut pas entendre l'enfant, mais la visioconférence a au moins quelque chose, comme on dit, c'est dans le vent, d'interactif. Pour terminer, je dirais simplement comment j'essayais, moi, avec mes petits moyens aussi, d'anciens juges des enfants, peut-être, ça jouait, ou ayant fait des stages de formation à l'entretien aussi, peut-être, parce que quand on est juge des enfants, après avoir évalué si le jeune pouvait venir, alors, Maître Martin vous a expliqué qu'elle venait à l'audience avec ses clients, entre guillemets. Venir d'avoir, étant juge des enfants, demander vivement aux éducateurs de faire ça. Quand les mineurs qu'ils suivaient au niveau de mon cabinet de juge des enfants étaient plaignants dans une affaire d'assises. Mais même arrivé parfois de les conduire devant la cour d'assises, parce que j'avais les clés, enfin des trucs. Bon, mais je crois que c'est très important que l'enfant puisse situer où il va aller. Ça a été très bien expliqué par Madame psychologue tout à l'heure sur l'entretien à la gendarmerie, sous la réserve que nous, on n'a pas de glace sans teint. Mais je n'ai pas bien compris l'utilisation de glace sans teint. Toujours avec des petites questions. Et puis aussi, surtout, organiser l'audience. Alors, insister pour que le mineur vienne, m'est arrivé d'écrire aux avocats, d'écrire aux mineurs quand ils pouvaient, 8, 10, 12 ans, me lire, et lui demander, moi, par lettre, que je souhaitais qu'il vienne, et aussi organiser l'audience. Il n'est pas question pour moi de faire comme les jeunes de lycée qui viennent aux assises pour un mineur plaignant, de lui faire voir comment fonctionne la justice.
Il est question d'avoir une nécessité d'instruction à l'audience de façon contradictoire devant tout le monde, qu'il y ait une parole qui soit portée et donnée. Et que si le mineur ou ses représentants, qu'ils soient ados ou qu'ils soient parents, ne souhaitent pas qu'il assiste à l'audience, mais moi je leur disais, je vous entendrai telle matinée, en gros de 10h, entre 10h et midi, et après, avant et après, vous faites ce que vous souhaitez. D'autant plus que quand même, il faut le rappeler, que juridiquement, le président d'assises n'a aucun moyen d'imposer à une partie civile d'assister à l'audience, ou même d'être entendu à l'audience. Ça, c'est une question qui est importante à savoir si on tombe sur des présidents qui vous sembleraient trop exigeants. Alors après, moi, vous avez entendu où je suis. Je pense qu'il est fondamental que, à la fois, l'enfant ait accès à son juge, de son côté à lui, et d'autre côté, qu'il soit entendu. Et même pour parler de choses difficiles. Renouveler un traumatisme. Je crois que oui. Je vais peut-être être un peu brutal. Je pense que les psychologues sont probablement pas d'accord, mais enfin, que parler de ce que l'on a vécu me paraît quand même moins traumatisant que ce que l'on a vécu. Et que j'ai cru comprendre quand même que déjà avant, l'enfant en avait parlé à pas mal de personnes, donc avait déjà revécu pas mal de traumatismes possibles. Ceci étant, je ne refuse pas la question de Daniel Zaguri. Enfin, bon, voilà. Et puis, dernière chose aussi, deux dernières choses, et je m'arrêterai dans la pratique. J'avais comme habitude, les avocats de la défense ne m'ont jamais fait de problème de me rendre, quand c'était possible, avant le début de l'audience, dans la salle des pas perdus, parfois avec ma robe rouge, me faire présenter l'enfant que j'allais entendre. Qui voit quelqu'un qui avait une robe rouge pouvait être présent. Et puis lui dire, voilà, je t'entendrai tout à l'heure, ou je vous entendrai tout à l'heure, à telle heure, est-ce que vous voulez rester, enfin, bon. Je me suis parfois dit, un jour ou l'autre, un avocat de la défense va me demander de donner acte de ce que je m'entretiens avant l'audience avec une partie civile. Pendant 15 ans d'assises, on ne me l'a jamais fait. Et la dernière chose, maintenant vous savez que les décisions de cour d'assises sont motivées, ce n'était pas le cas dans mon temps, entre guillemets, j'avais pris l'habitude d'expliquer aussi bien à l'accusé qu'aux parties civiles qui étaient présentes après le verdict, au moment du verdict, de donner en quelques mots, je le faisais progressivement presque tout le temps, donner quelques mots sur le pourquoi de la décision, soit de condamnation, soit d'acquittement. Ceci étant, en général, les enfants n'étaient plus là. Ça permettait peut-être à leurs représentants au moins de leur répéter quelque chose. Voilà, mais je vous remercie de votre attention à cette heure-là.